qui est en... C'est pas Florence. C'est Géraldine. Non, pardon, c'est Géraldine. Moi, je suis dans l'atelier. Oui, je suis dans l'atelier. Pardon. On va écouter Géraldine. C'est ma soeur. C'est vrai? Oui, c'est ma soeur. Géraldine, alors de l'Université de Liège, qui va nous présenter une activité permettant le feedback par et pour les étudiants dans un cours d'introduction à la programmation. Et cette activité, c'est Collaborative Design Environment, CDD. Dans un premier temps, et puis alors ensuite, nous aurons Jean-François Schippers, voilà, Jean-François Schippers, de la Haute École Charlemagne. Et tu nous présenteras, toi, un sujet donc, sur l'évaluation individualisée d'un travail de groupe sur base d'une critères qualitatives non arithmétiques. Et plus précisément, donc, ce sera le cas d'un projet de médiation culturelle et communautaire, et dans le cadre de la formation bachelier au management du tourisme et des loisirs. Très bien. Géraldine, ça fonctionne maintenant. Oui. Voilà, donc l'idée dans cette première partie de l'atelier, c'est d'essayer de nous présenter la manière dont le travail d'équipe, travail de groupe, travail d'équipe, est proposé aux étudiants, pourquoi, comment ça se passe du côté de l'enseignant, du côté des étudiants. Et alors, après la pause, on essaiera d'aborder plus l'aspect évaluation. D'accord ? Donc, ça veut dire que les deux intervenants vont parler ici, maintenant, avant la pause, et il y aura des questions-réponses qu'on pourra leur adresser sur le processus de travail collaboratif, de travail d'équipe. Et puis, on refera le même schéma après la pause, en s'intéressant plus à l'évaluation. Ben voilà. Merci. Donc, bonjour à tous, mon nom est Géraldine Briven et je suis doctorante à l'ULiège et je suis également assistante dans la faculté des sciences de l'informatique. Donc j'ai été invitée à ce rallye pour partager avec vous une expérience pédagogique liée à une activité collaborative. Cette activité, elle touche à énormément de compétences qui ne sont pas seulement disciplinaires, et notamment elle est supportée par des phases de feedback dont les étudiants sont à la fois les émetteurs et les récepteurs. Alors au départ de cette présentation, je vais passer quelques minutes pour repositionner le décor dans lequel on travaille, pour que vous saisissiez vraiment ce qui a motivé la création de l'activité. Ensuite, je décrirai son organisation. Et après donc, le break que nous aurons, je m'attarderai sur l'évaluation au niveau donc, de comment ça s'est déroulé en pratique et je prononcerai quelques mots de conclusion. Et de là, idéalement, si on peut avoir une phase de discussion, notamment sur les améliorations de ce processus de feedback, ce serait super intéressant parce qu'il s'agit de la première année durant laquelle j'ai organisé cette activité. Nous avons organisé cette activité. Donc, concernant le contexte, on s'inscrit ici dans un cours d'introduction à la programmation dédié aux premières vagues. Qui dit première vague dit groupe de taille assez conséquente et des profils assez hétérogènes. Avec l'expérience, plutôt celle de Benoît Denet, mon superviseur, que la mienne, puisque moi j'ai débuté en septembre, on a pu identifier différentes clés de réussite. Parmi elles, nous avons notamment pensé au fait d'amener les étudiants à travailler régulièrement, rythmant ainsi leur apprentissage tout au fil du quadri, puisque c'est le cas dans toutes les hautes écoles ainsi que l'université. Il y a l'examen en bout de course, donc pendant 3 mois, ils reçoivent de l'information, quelque part ils en font ce qu'ils veulent, et c'est pas toujours évident pour eux de s'organiser spontanément. Alors, accompagné de ce travail régulier, il faut également veiller à ce qu'ils aient des feedbacks afin de valider la direction qu'ils prennent dans leur travail pour être sûr donc que leur compréhension est adéquate. Et à côté de cela, on a également noté chez eux le besoin de sentir, de cerner l'intérêt de ce qui leur est enseigné, d'en voir la finalité. Ce qui n'est pas propre aux étudiants puisque on est tous un peu à la recherche de sens de ce qu'on fait au quotidien, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi, parce que vous vous remettez en permanence en question, ce qui est très chouette. Donc, sur base de ce contexte,
L'activité va donc poursuivre différents objectifs. Tout d'abord, elle va viser à rendre actifs les étudiants. Comment? Elle va d'une part en captant leur intérêt et d'autre part en imposant en fait une cadence de travail avec des objectifs à très court terme. Typiquement, ils devront fournir un résultat dans la demi-heure en fait. Ce qu'on a d'ailleurs stressé certains, mais voilà, ça les a quand même boostés. Donc ça c'est une chose, les rendre actifs. Maintenant il s'agit de veiller à ce qu'ils s'activent dans la bonne direction, et cette direction, eh bien, nous l'avons balisée via des feedbacks. Alors je me replace à présent au niveau du contexte et je plonge dans le vif de la matière pour que vous cerniez le contenu même de l'activité. Donc, le cours d'introduction à la programmation a un focus très particulier sur une méthodologie de programmation, une méthodologie de résolution de problèmes. Donc en fait, au-delà d'apprendre à juste coder, on attend vraiment des étudiants qui développent une manière de penser telle que leur solution va reposer sur un design propre et non voilà, un peu de bricolage à gauche à droite. Et donc c'est pour ça que notre méthodologie, elle repose sur deux phases, une phase de design suivie d'une phase de construction de la solution. C'est d'ailleurs deux phases qui sont assez génériques et qui peuvent facilement se transposer dans d'autres domaines. Dans notre cas, le design va englober deux étapes. Tout d'abord l'analyse, où ils doivent en fait, sur base d'un problème initial, le décomposer en petites tâches très simples. Et ensuite, vous avez le raisonnement graphique, où pour chacune de ces petites tâches simples identifiées lors de l'analyse, eh bien, ils doivent illustrer une solution. Et alors de là découle naturellement le code de la solution. C'est ainsi donc qu'ils peuvent résoudre plus facilement des problèmes assez complexes. Alors en pratique, si on se met dans les baskets de l'étudiant, eh bien l'étudiant a une fâcheuse tendance à directement aller sur du concret, c'est-à-dire le code, puisque l'ordinateur va directement lui dire si c'est bon, si c'est pas bon, ce qu'il fait. Et parfois on essaie de l'entraîner, ce qui est logique au départ, sur des problèmes assez simples, pour juste se familiariser avec la méthode. Mais alors ils ne perçoivent pas du tout l'intérêt de s'attarder à faire tout un design, alors qu'ils savent le coder assez facilement. Et donc pour nous faire plaisir, eh bien, de leur code final, ils vont aller bricoler un design plus ou moins en image du code, mais c'est évidemment pas le but poursuivi. Et donc c'est vraiment cette précipitation que nous on essaye de contrer par plein de moyens, et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à l'activité. Alors ici, un petit regard sur le planning. Donc on a organisé ça au premier quadri, et donc 2 sessions se sont déroulées et elles sont encadrées par 2 évaluations certificatives. Vous avez tout d'abord l'interro de mi-quadri, au cours de laquelle, à nouveau comme chaque année, on a découvert ou pas justement le fait que la méthodologie leur passait un peu au-dessus de la tête, et alors finalement vous avez l'examen. Voilà, alors je vais maintenant passer à la description de l'activité. Donc là, je reprends la vue des objectifs poursuivis par l'activité, et je la complète avec ce qui est propre à la discipline. Donc le but de l'activité, ça va être résoudre des problèmes. Plus précisément, ils vont résoudre 3 problèmes en parallèle, et alors pour chacun de ces problèmes, ils sont résolus par groupe de 6 et de manière incrémentale. Alors concrètement, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, vous avez ici un schéma illustrant sur la partie droite comment l'auditoire est organisé, et sur la partie gauche l'évolution de la résolution de problèmes. Donc la partie droite, elle vous indique que l'auditoire est divisé par groupe de 6 et qu'au sein de chaque groupe, eh bien, vous avez 3 duos. La partie gauche, quant à elle, elle illustre que le problème va passer par les 3 phases de résolution de notre méthodologie. Et enfin, donc, si on met en perspective la partie gauche et la partie droite, eh bien, elle vous montre que successivement, chaque duo au sein de chaque groupe sera occupé avec une étape particulière du problème. Pardon. Alors à ce stade, si je reviens à ce stade-ci, avant de vous spoiler sur le slide suivant, à ce stade-ci, donc ça veut dire que l'activité, elle repose sur l'hypothèse que chaque duo va produire une solution qui est exploitable pour les suivants. Parce qu'en fait, on a un travail à la chaîne
tel que le travail de l'équipe courante, eh bien, va reposer sur le travail de l'équipe précédente. C'est une hypothèse que nous n'avons pas pris le risque de poser et c'est pourquoi donc nous avons défini en transition donc d'une étape à l'autre des phases de feedback. Et donc au cours de ces phases de feedback, eh bien, chaque duo prend connaissance de la production de l'équipe précédente et si nécessaire, ça l'est souvent, il pointe les éléments qui se révèlent peu clairs, incomplets ou qui pour eux seraient incorrects. Et alors de là, ce feedback va remonter à l'équipe qui a réalisé la production et cette équipe doit donc l'adapter en fonction du feedback reçu. On a donc ainsi vraiment une forme d'escalier qui se forme pour assurer la continuité de la résolution du problème. Peut-être un petit élément que j'ai pensé tout à l'heure qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait ce mécanisme booste à fond le fait de se donner à donner un feedback parce que au mieux sera le feedback que l'équipe donnera, au mieux eh bien, elle aura de bases plus solides pour faire évoluer le travail. Donc elles ont vraiment eux-mêmes intérêt à donner un beau feedback pour obtenir une production de meilleure qualité, des bases de meilleure qualité. Alors une dernière chose qui pourrait encore vous interpeller à ce stade, c'est qu'en fait il semble qu'à chaque étape de résolution, eh bien, il y a deux équipes qui on dirait, se tournent les pouces. Et bien, pour pallier à ça, on a rendu responsable chaque groupe, non pas d'un problème, mais de 3 problèmes à résoudre. Voilà. Alors, je m'attarde maintenant sur ces fameux feedbacks, puisqu'il s'agit d'un des focus de ce rallye. Donc concrètement, pour guider les étudiants dans l'émission en particulier d'un feedback, puisque concrètement ils n'ont pas l'habitude de se mettre dans la peau des professeurs, on a défini en fait des fiches de validation pour chacune des transitions. Alors ces fiches de validation, elles listent les différents critères qu'on attend de l'output de chaque étape précédente. Et pour chaque critère, on définit un statut et une zone dédiée à des commentaires. Et on a également encouragé les étudiants à faire un lien explicite entre les commentaires émis et la production en annotant justement la production pour plus de clarté. Donc ici vous avez un exemple de fiche pour l'étape d'analyse et de manière similaire vous avez une fiche pour le raisonnement graphique où le Canva est exactement le même, on a juste les critères qui changent. Et enfin, à l'issue du code, cette fois, on n'est plus à un moment où on donne un feedback, on est plutôt à un moment où on porte un regard global sur les 3 solutions qui ont été produites. Donc, à ce moment-là, une fois que les 3 groupes sont passés par les 3 problèmes et par les 3 étapes, les 3 équipes, donc au sein de chaque groupe, les 3 équipes, elles vont se réunir. Et elles vont tout d'abord passer en revue chacune des 3 solutions pour voir si elles répondent au problème initial. Ensuite, par souci de temps, elles vont sélectionner un seul des 3 problèmes pour lesquels ils ont particulièrement eu des difficultés. Et alors, ils vont essayer d'identifier plus particulièrement qu'est-ce qui s'est mal passé au cours de la résolution de ce problème particulier. Ici, à nouveau, on avait défini pour les guider une fiche avec différents critères, mais on a bien insisté sur le fait que cette fiche, la liste n'était absolument pas exhaustive pour quand même laisser un peu de l'amplitude à leur investigation. Et voilà, j'arrive déjà à la fin de la description du dispositif. Parfait, parce que donc voilà, le timing fait que, et le petit retard qu'on a pris au début, qu'on doit enchaîner. De toute façon, voilà, on verra si on a l'occasion de poser déjà quelques premières questions avant la pause. Si pas, eh bien, on réserve. Notez bien vos questions et on les réservera pour la deuxième partie. Voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Jean-François Scheppers, je suis de la Haute École Charlemagne. Et je vais vous présenter donc un dispositif mis en place dans le cadre d'un cours de médiation culturelle et paysagère. Et bien évidemment, sur les modalités d'évaluation de ce travail de groupe. Donc, je recontextualise rapidement le dispositif. On est dans le cadre donc, du bachelier en management du tourisme et des loisirs. Ce travail-ci concerne un bloc 2
mais on a quand même pas mal de contraintes qui ressemblent au bloc 1, vu le nombre d'étudiants, notamment en bloc 2, nous avons 74 étudiants, donc un nombre conséquent d'étudiants. Et le dispositif présenté fait partie d'une unité d'enseignement intégrée. Donc nous avons une unité d'enseignement avec 4 composantes, vous avez à l'écran, et bien, le projet s'insère dans une unité intégrée et est finalement la seule production qui sera demandée aux étudiants au sein de l'unité d'enseignement. Donc les 4 activités d'apprentissage fonctionnent ensemble pour la réalisation du projet. Donc l'objectif du travail, donc rapidement, c'est donc de mettre en valeur le patrimoine local à travers un support pérenne de médiation. Donc en gros, on leur demande de réaliser le traditionnel panneau d'information que l'on trouve en face d'un paysage, d'un monument, ce genre de choses, ou ça peut être une chasse au trésor, ou ça peut être une promenade balisée. Bref, on leur demande de réaliser un support de médiation touristique. Et donc, c'est une tâche relativement complexe parce qu'on leur demande de conceptualiser la médiation et d'aller jusqu'au cahier des charges qui sera donné au prestataire qui devra réaliser concrètement cette médiation sur le terrain. Donc, il y a vraiment tout le processus de création jusqu'à la mise en œuvre qui est couvert par le travail. Alors, je vous ai mis pour information les compétences certificatives que nous évaluons dans le cadre de ce dispositif, mais évidemment, il y a d'autres compétences qui sont travaillées. On l'a vu lors de la présentation de tout à l'heure, énormément de compétences transversales notamment, et en lien avec le travail de groupe. Donc comment s'organise le dispositif? Donc nous groupons les étudiants par 4, nous formons des groupes aléatoires. Donc nous imposons la composition des groupes. Pour quelles raisons est-ce que nous l'imposons? Simplement parce que dans un contexte professionnel, on sera toujours amené à devoir collaborer avec des personnes qui ne sont pas forcément nos proches ou qui ne pensent pas forcément de la même façon que nous. Donc voilà, c'est dans le but de travailler cette compétence transversale-là que nous leur demandons, que nous leur imposons, les groupes. Ensuite, ils ont la possibilité de choisir un thème parmi 3 qu'ils tirent au sort, et le travail s'organise sur un territoire délimité au préalable. Donc lors du dernier projet, par exemple, nous avons délimité le territoire de la SB, donc ils devaient travailler sur le territoire de la région de SB. Qu'est-ce que l'on attend d'eux à l'issue du dispositif qui s'étale sur tout le premier quadrimestre? Donc on attend d'eux plusieurs étapes. Donc le travail, le dispositif est divisé en plusieurs étapes et il y aura un feedback pour chacune de ces étapes. La première étape, c'est qu'on leur demande de faire un état des lieux, des médiations sur le territoire donné, si possible en lien avec le thème qu'ils ont reçu. À l'issue de cette première tâche, il y a un feedback réalisé par l'équipe des professeurs. Ensuite, ils doivent sélectionner un type de médiation et créer un prototype de cette médiation sur le thème choisi. Dans un troisième temps, on leur demande de créer une présentation de ce prototype sur le terrain. Et donc, comme on ne peut malheureusement pas se rendre sur tous les lieux de médiation choisis par les étudiants, on leur demande de le faire en vidéo. Et enfin, on leur demande de créer le cahier des charges pour la mise en œuvre de cette médiation. Alors, en plus de cela, on leur demande également des rapports de suivi. Un premier rapport de suivi de groupe, où on leur demande donc d'expliquer comment ils se sont répartis les tâches, comment ils ont organisé le travail et comment ils ont vécu leurs relations au sein du groupe. C'est un document qu'ils remettent de manière collective, ce document-là. Donc ensemble, ils le rédigent ensemble, ce qui permet une première autorégulation du groupe en cas de groupe dysfonctionnel. Donc ils peuvent s'autoréguler et on leur demande à chaque étape de produire une partie de ce rapport. Donc ils ne doivent pas attendre la fin du dispositif pour l'écrire. Ensuite, il y a un deuxième rapport réflexif qui lui est individuel, qui est demandé à chaque étudiant. Et donc chaque étudiant de manière individuelle exprime son ressenti par rapport au dispositif, par rapport à sa relation avec les autres étudiants et par rapport à la production qu'il a obtenue et du rôle qu'il a joué dans le travail de groupe.
Donc la mise en commun de ces deux rapports réflexifs va nous permettre de détecter les éventuels groupes dysfonctionnels ou les éventuelles tensions qu'il y aurait eu avec certains membres d'un groupe. Donc, plus en détail, notre dispositif se déroule en 6 séances. Donc, il y a une première séance introductive où on explique l'ensemble du projet aux étudiants, où on constitue des groupes et où on attribue des sujets. Ensuite, nous demandons aux étudiants d'aller faire une première prospection sur le terrain en autonomie. Donc, nous n'avons pas de vue sur cette prospection-là, mais ils doivent bien consigner dans leur rapport réflexif ce qu'il se passe pendant cette prospection. Ensuite, lors de la seconde séance, nous faisons un suivi par groupe. Donc, nous voyons, nous sommes une équipe de 4 professeurs pour ce dispositif. Nous voyons les groupes individuellement et nous leur demandons un premier feedback sur leur prospection de terrain. Ensuite, deuxième étape pour eux, c'est réfléchir au sujet de leur médiation, de quel type de médiation ils vont choisir et du public qu'ils veulent cibler avec cette médiation. Il s'ensuit une troisième séance de cours en présentiel où les étudiants nous proposent un premier type de médiation et un public cible et où nous validons ou nous rectifions si nécessaire. Ensuite, les étudiants sont de nouveau laissés en autonomie et donc à chaque fois le rythme c'est une semaine de présentiel, une semaine d'autonomie, une semaine de présentiel, une semaine d'autonomie. Donc lors de la séance suivante en autonomie, les étudiants réalisent le prototype, donc c'est un prototype qu'ils bricolent avec leurs propres moyens, donc ils vident leur grenier, voilà, et ça fait travailler aussi un peu la créativité. Et lors de la quatrième séance de suivi en groupe, ils nous proposent leur premier jet de prototype que l'on améliore, enfin on leur donne des conseils et améliorations, donc c'est une discussion avec chacun des groupes. Ensuite, ils retravaillent ce prototype. Lors de la cinquième séance, ils proposent leur prototype définitif et on démarre la réflexion sur le cahier des charges une fois qu'ils ont le prototype définitif. Ensuite, ils sont de nouveau en autonomie pour le tournage de la vidéo in situ, donc ils doivent nous montrer où ils veulent installer cette médiation et nous la présenter à cet endroit-là. Et chaque vidéo va alors être l'objet d'une évaluation par les pairs. Donc c'est un des critères d'évaluation, pas le principal, mais c'est un critère qui est utilisé. Donc les autres étudiants qui ont fait le même genre de tâches avec leur propre médiation vont évaluer chacune des médiations produites par leurs pairs sur base de la même grille de critères que celle utilisée par les professeurs que je vous exposerai lors de la deuxième partie de cet atelier. Enfin, la sixième séance présentielle est consacrée au débriefing des vidéos avec les étudiants et la finalisation alors du cahier des charges. Après cela, les étudiants nous remettent la version finale des rapports réflexifs, collectifs et individuels. Voilà, donc quelques illustrations qui montrent un petit peu les étapes du cheminement des étudiants dans la construction de leur médiation. Donc voilà, lorsqu'ils réfléchissent sur le type de médiation et le public cible, ils nous produisent des illustrations comme celle-ci. Et donc là, la réflexion, c'était nous voulons produire une médiation de type panneau à destination d'un public d'enfants, d'où le caractère très coloré avec notamment des explications d'un côté et des activités ludiques de l'autre. Ensuite, lors de la réflexion sur les aspects techniques de la médiation en vue du cahier des charges, ils proposent diverses manières de présenter leurs panneaux, depuis le modèle en 3D élaboré en forme d'arbre jusqu'à un panneau plus conventionnel de 4 faces, mais toujours en 3 dimensions. Enfin, ils nous présentent la vidéo sur site, donc l'image ici nous montre les étudiants en train de nous montrer l'endroit où ils souhaitent implanter la version finale de la médiation. Comme vous voyez, le prototype est un prototype maison, bien sûr, mais dans la réflexion sur le cahier des charges, ils doivent vraiment consulter des prestataires professionnels pour leur demander de menuisiers ou des spécialistes en fabrication de panneaux, dans ce cas-ci par exemple, pour obtenir des devis et pouvoir budgétiser la médiation finale dans le but de la réaliser. Et à partir de l'année prochaine, nous aurons la chance d'avoir un budget qui nous permettra de réaliser une de ces médiations concrètement sur le terrain, ce qui va sans doute apporter une dynamique différente au dispositif parce qu'il va y avoir une espèce de mise en compétition des groupes.
Ça, on ne sait pas comment ça va se gérer. Mais voilà, on a eu la chance d'obtenir un budget pour pouvoir essayer de mettre en œuvre une de ces médiations. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du dispositif. J'ai été relativement rapide sur cette présentation. Donc on va pouvoir peut-être passer à diverses questions sur les deux dispositifs présentés. Il reste effectivement 8 minutes quoi, pour déjà une première salle de questions. Est-ce que vous en avez qui nous viennent, des questions? On va essayer de se focaliser vraiment sur l'aspect travail de groupe dynamique. Je vais dire ces deux présentations. Alors, effectivement, dans les deux cas, c'est un travail qui peut se faire sur le long terme, sur toute la durée des unités d'enseignement secondaire. Mais qu'est-ce qui est prévu pour des étudiants qui auraient échoué, qui devraient présenter un travail en seconde session? Vous posez la question pour les deux Oui, parce que moi, c'est quelque chose qui m'interroge toujours. On met en place beaucoup de choses au niveau des travaux de groupe avec des grilles critériées, etc. et un suivi des feedbacks récurrents. Alors du coup, c'est toujours la question de savoir comment est-ce qu'on fait en deuxième session, et si vous avez déjà pensé à un dispositif, comment est-ce que vous comptez l'adapter? Alors, je vais commencer. Donc dans le cadre de ce dispositif-ci, effectivement, c'est un dispositif qui s'étale sur tout le quadrimestre. Donc la production finale, c'est à la fin du quadrimestre qu'ils l'obtiennent, et ce sont leurs différentes productions qui sont évaluées. Que faire effectivement si les étudiants échouent en première session? Bien, dans notre cas, la seconde session consiste à reprendre le travail réalisé et à l'améliorer. Donc on leur demande de repérer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et de pouvoir améliorer les différents points qui n'ont pas fonctionné. Donc on ne leur demande pas de recommencer un travail à zéro, on leur demande vraiment d'améliorer ce qu'ils ont produit jusque-là. Et pour des étudiants qui ne se seraient pas présentés au cours Alors pour les étudiants qui ne se sont pas présentés au cours, malheureusement pour eux, là ils sont face à la réalisation d'un prototype à partir de rien, vu qu'ils ne se sont pas présentés. Mais en solo. Alors non, parce que nous les regroupons, comme les groupes sont imposés, on regroupe les étudiants en seconde session, ceux-là, ceux qui sont vraiment, qui n'ont vraiment pas participé au dispositif, nous les regroupons et nous formons un ou deux groupes en fonction de leur nombre, et ensemble, ils travaillent à un prototype, et nous faisons des séances de suivi tout début juillet et à partir de la mi-août, pour assurer quand même un suivi de ce groupe ou de ces deux groupes-là. Ça ne représente pas grand monde en seconde session, mais effectivement. Et ça n'arrive jamais? Non, je me demande. Non, mais dans mon cas, j'ai jamais vécu de seconde session encore. Elle est à venir, mais donc c'est quand même une question intéressante. Mais en termes de faisabilité, je pense que notre activité, il faut juste des groupes de 6 au final, voire même des groupes de 3, et alors ce serait une seule personne qui porterait chaque fois la production. Maintenant, chaque fois, ça impliquerait quand même qu'on soit un peu derrière ou pas, sauf s'ils ont l'autodiscipline d'un jour se réunir au mois de juillet et de le faire. Quelque part, ils peuvent parfaitement reprendre un problème qu'on leur fournirait, et même nous, au moment où ça se déroulait, on était là, on regardait. Donc c'est très bien, c'est juste de la préparation un peu avant. Je dirais dans le meilleur des cas, ils feraient ça tout seuls. Dans le pire des cas, on pourrait se rendre disponible, mais alors ce serait quand même sur leur demande. C'est pas à nous d'aller les chercher pendant l'été pour faire ça. Donc si vraiment ils en ressentent le besoin, alors ça se tente. Mais voilà, c'est des expériences, c'est à l'état d'expérience. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Je ne sais pas si c'est évidemment d'actualité, mais parce que ça concerne plutôt l'évaluation, mais est-ce que ça arrive que des étudiants dans un même groupe, certains échouent et d'autres réussissent? Et dans ce cas-là, en seconde session, alors, je pourrais plus facilement répondre à la question après avoir présenté la partie évaluation, parce que effectivement l'évaluation est individualisée, mais bon, j'expliquerai peut-être dans la seconde partie comment on individualise la note dans le cadre de ce travail. Je fais un travail de groupe cette année et j'ai autorisé pour la première fois à ce qu'ils changent de groupe. Moi, je ne sais pas des groupes imposés, donc c'est eux qui choisissent au début, et donc je les ai laissés changer de groupe. Je me suis dit, c'est des choses qui arrivent, voilà, ils sont dans un groupe et on change d'emploi, et il faut arriver à gérer le départ ou l'arrivée de quelqu'un.
artificiellement riche. Maintenant, voilà, je dirais, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'ils n'ont pas encore rendu leur projet, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une idée intéressante, effectivement, dans le contexte de pouvoir se plonger dans un environnement de travail qui a déjà commencé à travailler. Et quelque part, dans le dispositif ici, nous rencontrons chaque année 2-3 cas comme cela, parce qu'avec la constitution des programmes annuels, parfois la constitution de ces programmes annuels prend un peu plus de temps, hein, et donc certains étudiants finissent par arriver dans le dispositif, mais nous, ce dispositif-ci, on le démarre semaine 1. Semaine 1, le dispositif démarre, parce que le calendrier est très serré, et donc ça nous arrive effectivement d'avoir des étudiants qui arrivent semaine 2, semaine 3, et qui doivent s'insérer dans un groupe. Donc ça rejoint un petit peu cette optique-là, ils doivent s'intégrer dans une dynamique de travail qui a déjà débuté. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. On sent dans les feedbacks individuels que c'est quelque chose que beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, traînent pendant longtemps pendant le dispositif, le fait de ne pas d'avoir du mal à s'intégrer dans la dynamique du travail qui vient d'être lancée que depuis une semaine, mais qui a déjà démarré, et donc c'est une difficulté. De quelques, pas beaucoup, pas un échantillon très représentatif, 3 ou 4 cas peut-être, mais des quelques cas que j'ai pu avoir, cette difficulté-là revenait chez la majorité d'entre eux. Difficulté d'intégration dans un groupe qui a déjà débuté une dynamique, même s'ils ne se connaissent pas au départ, forcément. Dans la continuité, en début de cursus, on peut avoir des abandons, des étudiants qui quittent, ça arrive aussi, ça déséquilibre. Comment est-ce que vous réagissez l'un et l'autre par rapport à ça, si ça arrive? Dans mon cas, ça s'étale sur, c'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus, mais ça s'étale sur 2h30. Donc un abandon après 1h30, ce serait vraiment un signe que l'activité n'a pas C'est un paquet en une demi-journée. Oui, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force, c'est que voilà, on y va, et c'est très le ponctué risque dans le temps. n'existe pas. Ouais. Oui, du coup aussi en seconde session, ça permet aussi de reprendre simplement une demi-journée pour le faire. Oui, c'est totalement faisable. Ouais. Dans le cas du dispositif ici, on s'est retrouvé effectivement l'année dernière dans le cas où un groupe s'est retrouvé à 2. Donc 2 des membres ont abandonné, et alors qu'on est en bloc 2. Donc en principe, on est relativement à l'abri des abandons, mais voilà, avec les événements qu'on a eu ces 2 dernières années, eh bien, on a eu 2 abandons, et malheureusement tous les 2 dans le même groupe de médiation, alors qu'ils avaient été constitués aléatoirement. Et donc les 2 étudiants restants se sont sentis submergés par le nombre de tâches qu'elles devaient réaliser à 2, alors qu'ils étaient censés être 4 pour le faire. Et c'est vrai que le dispositif est calibré pour être travaillé à 4, et quand on n'a pas un multiple de 4, on fait des groupes de 5 plutôt que des groupes de 3. Donc effectivement, ça a été une difficulté réelle qu'on n'a pas anticipée, et on a tenu compte de cette difficulté-là au moment de l'évaluation. J'avais une petite question, les rapports réflexifs, donc il y a des rapports intermédiaires. Oui. Une fois qu'un dysfonctionnement est